Bien, merci beaucoup, merci infiniment à la BNU de nous recevoir, merci aux presses universitaires de Strasbourg et merci à Roland Reich de m'avoir accepté dans sa collection. C'est une collection tout à fait passionnante qui va marquer tout à fait l'histoire graphique des presses universitaires scientifiques. Elle est due à Salomé Risler, cette charte graphique est tout à fait bien pensée parce que les lettres sont choisies à chaque fois en rapport avec la personnalité ou les objets d'étude de la personne traitée avec le P en lettres gothiques de Panofsky, ou la couleur est choisie avec la couleur violette du féminisme pour le N de Linda Nochlin. Donc tout ceci est très bien pensé et on en arrive donc à ce livre avec le G et le B de Grodecki et de Branner entrelacés qui montrent des formes aiguës qui rappellent leur passion pour l'architecture gothique. Et je remercie aussi infiniment Axel Léonat et Flora Mio d'avoir participé à la composition de ce livre. Tout cela est une véritable réussite, en tous les cas pour l'objet. L'intérieur, je ne sais pas, mais je pense que il faut le lire maintenant. Le livre qui nous rassemble aujourd'hui n'est pas une biographie intellectuelle comme celle d'Anna Maria Ducci sur Faucillon ou d'Émilie Oléron-Evans sur Nochlin. Elle entre moins dans la fabrique intellectuelle que dans la pratique de l'histoire de l'art. Ce livre raconte, à travers le dialogue épistolaire de deux hommes, une histoire croisée et passionnée, une histoire centrée non sur les idées, mais sur les personnalités, en quelque sorte une histoire à la lumière rasante, pour reprendre l'expression de Roland Recht. C'est-à-dire une histoire qui ne projette pas sur l'historien un éclairage frontal, mais un éclairage plus subtil, issu d'un champ de recherche large et qui ne se limite pas à la citation de grands ouvrages ou de grands articles. Pour pratiquer une telle historiographie, il faut donc entrer dans l'atelier des historiens de l'art, ici du Moyen-Âge. Pour cela, il y a une voie, celle des correspondances. Les correspondances, en offrant un espace plus libre de parole, avant qu'elles ne se dévoilent au grand jour, ouvrent de plein pied dans l'intimité de l'action spéculative, tout en éclairant sur les conditions comme sur les modalités, matérielles, sensorielles, émotionnelles et réflexives du métier d'historien. Pour l'histoire de l'art du Moyen-Âge, outre les monumentales correspondances d'Erwin Panofsky, de Grodecki, de Burckhardt et de ce dernier avec Wolflin, nous ne bénéficions d'aucune édition critique. Et dans cette liste, une seule est consacrée à un historien de l'art français, et je ne pourrais pas citer l'équivalent pour des historiens de l'art américains. Autant dire que tout reste à faire dans le domaine. Dans le même ordre, aucune étude ou présentation d'un dialogue épistolaire de deux historiens de l'art du Moyen-Âge sur une période assez longue n'a encore été offerte. Le dialogue de Grodecki avec l'historien de l'art américain Robert Branner est donc une sorte de galop d'essai. Quelques mots sur ses scripteurs. Louis Grodecki est un Polonais né en 1910 à Varsovie et venu en France à l'âge de 18 ans, où il a fait la découverte de l'histoire de l'art du Moyen-Âge en suivant les cours de Henri Faucillon en Sorbonne, Henri Faucillon qui devient son maître, qui dirige sa thèse sur le maniérisme au XIIe et XIIIe siècle. Il est naturalisé français, il prend la part au combat durant la Seconde Guerre mondiale, pendant que Faucillon, lui, part à Yale, où il meurt en 1943. Depuis 1928, un partenariat très fort avait été élaboré entre Yale et Paris, avec le recours annuel d'un enseignement de l'histoire de l'art du Moyen-Âge, enseignement assuré par Marcel Aubert, qui très vite s'associa à Faucillon. De cet enseignement est né celui de l'histoire de l'art médiéval à Yale. Les liens forgés par Aubert et Faucillon furent tels qu'après la libération, dès 1947, la bourse Faucillon fut créée pour permettre à des Français de se rendre à Yale et en retour à des Américains de venir en France, à Paris notamment, étudier et surtout faire perdurer ces relations franco-américaines. Grodecki, le deuxième à bénéficier de cette bourse, et se rend pour la première fois en Amérique en 1948. Il y retrouve les élèves de Faucillon et d'Aubert, ceux qu'ils avaient formés, notamment
Charles Seymour, à qui l'on doit une monographie très importante sur la cathédrale de Noyon en 1938, c'est sa thèse, qui sera publiée en 1974 en France. Elle n'avait donc pas vieilli, et elle n'a toujours pas vieilli d'ailleurs. Il y rencontre Sumner McKnight Crosby, qu'il connaissait déjà, à qui l'on doit une monographie tout aussi importante sur l'abbatiale de Saint-Denis, et la découverte en 1947 à Saint-Denis du relief Crosby. À leur tour, Seymour et Crosby devinrent enseignants à Yale et eurent des élèves qui se considérèrent comme la deuxième génération des Faucilloniens, parmi eux Robert Branner. Ce dernier fit donc très tôt la rencontre de Grodecki, à savoir dès son voyage en Amérique en 1948. Robert Branner est alors un jeune homme, un jeune étudiant. Grodecki est quant à lui un homme qui a déjà vécu. Il a vécu l'exil volontaire à 18 ans, comme je l'ai dit, depuis sa Pologne vers la France. Il a vécu un mariage et un divorce, qui sont tous les deux altérants, d'une certaine manière. Vécu une grande histoire d'amour avec une juive raflée par la Gestapo. Vécu 1 an d'internement, de souffrance et d'angoisse dans le camp de Drancy, le temps de prouver sa non-appartenance à la race juive, vécu la déportation et l'assassinat dans les camps nazis de plusieurs de ses amis et connaissances, vécu la mort, comme je l'ai déjà dit, de son maître, Henri Faucillon. En 1948, c'est donc un homme abîmé physiquement et psychologiquement qui formule dans sa correspondance avec Crosby combien la guerre a mis un frein à sa carrière. Et il dut en effet attendre l'année 1961 avant d'avoir un poste à l'université de Strasbourg. C'est ici à Strasbourg que ses études, déjà célèbres, finirent par s'imposer et qu'il s'affirma, entre autres, comme le spécialiste du vitrail médiéval, tout en promouvant, en tant que spécialiste d'architecture et de sculpture gothique, ses relations avec les historiens de l'art allemands, parmi lesquels Willibald Sauerländer. Mais avant cela, en 1948, venir aux États-Unis était donc pour lui un moment de respiration. C'est à Yale qu'il fit donc la rencontre d'un jeune étudiant, Robert Branner, qui devint le plus important historien de l'art du Moyen-Âge américain du milieu du XXe siècle. Branner est l'auteur de 80 articles sur l'architecture et la sculpture ainsi que l'enluminure des années 1230-1240 en France. De 1950 à 53, il réalise sa thèse sur la cathédrale de Bourges, à Yale bien sûr, sous la direction de Crosby et avec le soutien de Grodecki. C'est à cette période qu'il reçut une formation complémentaire à l'école des Chartes, à Paris, grâce à Marcel Aubert, ainsi qu'à l'Institut d'art et d'archéologie de la Sorbonne, où Grodecki, d'ailleurs, avait quelques charges de cours. Il intégra l'université du Kansas en 1954, où il était intellectuellement et géographiquement très isolé. C'est pourquoi il fit des pieds et des mains et réussit à revenir dans sa ville natale, New York, où il devint professeur à l'université de Columbia en 1957. À partir de cette période, sa recherche se concrétisa par des publications d'une exceptionnelle fécondité. Il débuta alors une prospection en Bourgogne qui se concrétisa en 1961 par un volume sur l'architecture gothique de cette région et par une nouvelle histoire de l'architecture gothique. L'année suivante, il publie un ouvrage extrait de sa thèse sur lequel je reviendrai. La place de Branner dans le paysage scientifique fut dès lors définitivement établie. Elle s'affirma par son ouvrage majeur, Saint-Louis le style de cour, en 1965, qui fait toujours l'objet de remarques, de débats et d'interprétations. Il poursuivit ses études sur l'architecture gothique avec deux livres publiés coup sur coup sur la Sainte-Chapelle en 68 et sur la cathédrale de Chartres en 1969. Fatigué, mais aussi isolé, il décéda prématurément en 1974 à l'âge de 47 ans. Que nous apprend de Branner sa correspondance avec Grodecki? Comment explique-t-elle cette production aussi abondante que majeure pour l'histoire de l'art? Et, en retour, que nous révèle cette correspondance sur Grodecki, sur son rôle dans cette œuvre, sa place dans son cheminement scientifique? Leur correspondance, retrouvée à Bourges, Paris, New York, Yale et Charenton-le-Pont, est en effet bavarde et s'étend à une correspondance croisée avec les épouses, Catherine Grodecki et Shirley Branner. Ces épouses, tantôt dialoguent avec les historiens, tantôt dialoguent entre elles, du vivant et après la mort des scripteurs. C'est ainsi que cette correspondance dévoile que derrière Branner, il y a 3 personnes qui l'accompagnent, l'épaulent et le portent, et sans lesquelles rien de cette œuvre gigantesque, produite en si peu de temps, ne serait advenu. Louis Grodecki, Catherine Grodecki et Shirley Branner. Cette correspondance révèle dans un premier temps que Grodecki fut présent à toutes les étapes
de la vie académique et scientifique de Branner. Il exerça sur lui un mentorat bienveillant, matiné d'affection paternelle, en épaulant, appuyant, orientant, mais aussi en structurant les travaux de l'Américain tout en canalisant et pondérant une personnalité extrêmement fougueuse. C'est Grodecki qui lui souffla, notamment, son sujet de thèse, le sujet sur la cathédrale de Bourges, donc. C'est lui qui fut un lien permanent entre l'administration française et l'américain, dès lors que l'américain envisagea de faire des fouilles à la cathédrale de Bourges. C'est lui, largement épaulé par Catherine Grodecki, qui trouva un éditeur et traduisit sa thèse pour la publier après presque 10 ans de travail. Sur ce point, la correspondance est en effet fascinante, car elle révèle les échanges de ces trois personnes pour faire un plan de monographie exigeant et pour trouver les bons mots. Deux questions fondamentales en ce milieu du XXe siècle. La monographie n'est pas encore fixée dans sa méthode, dans son plan. L'exemple majeur est celui de la cathédrale de Noyon, justement sur la cathédrale de Seymour, pardon. Et Grodecki travaille avec Branner pour être au plus près de ce plan. Quant à la traduction, c'est une entreprise difficile parce qu'il n'y a pas encore de traducteur spécialisé dans le domaine de l'histoire de l'art, et difficile il est de l'être qui plus est en architecture, et par ailleurs c'est très coûteux. Donc les historiens se traduisent entre eux, Kubler traduit Faucillon, Panofsky et Crosby traduisent Grodecki, Grodecki, Louis et Catherine traduisent Branner, etc. C'est une chaîne opératoire donc qui reste close entre spécialistes, sachant et pouvant imaginer le texte cible sans trahir le texte source avec des échanges épistolaires sur les bons mots à trouver. Parallèlement, Catherine Grodecki, elle-même historienne de l'art, diplômée de l'école des Chartes, faisait des recherches pour Branner aux Archives nationales, aux Archives des monuments historiques et à la Bibliothèque nationale. Elle se rendit également au fonds photographique pour tirer des clichés, etc., etc. Elle répond même aux lettres adressées à Grodecki par Branner et auxquelles Grodecki n'a pas le temps de répondre. Ainsi, sans Louis Grodecki, pas de Branner, ou à tout le moins un autre. Tant la correspondance révèle combien il alimenta en idées, en critiques et en orientation l'américain et par conséquent l'épaula dans la construction de sa pensée et de son œuvre. Si Branner a des idées, Grodecki a l'expérience de l'âge et aussi l'expérience des œuvres et permet ainsi à Branner d'affiner sa pensée. Sans Catherine Grodecki, pas d'œuvre produite en si peu de temps. Elle appartient aux petites mains de la science. Et de ce point de vue, cette correspondance est passionnante, car elle nous fait entrer de plein pied dans la coulisse et révèle comment, en sciences humaines et sociales, à des degrés différents, je est un nous, pour reprendre l'expression de Patrick Boucheron. Ensuite, après la mort de Grodecki et Branner, leurs épouses continuèrent à échanger. Cette correspondance va donc au-delà la mort des scripteurs, dont la voix, à travers celle de leurs femmes, en quelque sorte se prolonge. Elles travaillèrent en effet à l'édition ou à la réédition de leurs œuvres, articles, ouvrages inédits, et elles consacrèrent un temps significatif de leur existence à cette mission mémorielle. Puis, tandis que Catherine Grodecki procédait au classement des archives de Grodecki dans la perspective de leur versement à l'Institut national d'histoire de l'art, Shirley s'interrogeait sur l'institution susceptible de recevoir celle de Branner ou de les publier. Il existe de nombreuses lettres de Grod à Bob, écrit Shirley à Catherine, classées dans de nombreux dossiers différents en fonction de leurs sujets principaux, ou du moins des sujets qui préoccupaient le plus Bob lorsqu'il les a reçus. Devrions-nous parler de ce qu'il faut en faire, ainsi que des lettres de Bob à Grod? La piété des deux femmes est aussi évidente que formulée. Du travail d'édition à la préservation des archives, la démarche est à la fois sociale et psychologique. Le travail éditorial de Catherine et Shirley eut, en effet, la même perspective en perpétuant la présence des défunts au monde, tout en sauvegardant un semblant ou une illusion d'existence sociale pour des veuves dans la difficulté d'être après avoir été femmes d'eux. En témoigne Catherine Grodecki. La réflexion que vous faites, écrit Catherine à Shirley, sur l'abandon des veuves par les anciens amis est très vraie. Je suis très entouré par les anciens élèves de Grod, en effet, d'autant plus qu'ils travaillent avec moi à la réédition des articles de Grod. Mais je ne trouve pas du tout la même fidélité auprès des anciens collègues de Grod, à quelques exceptions près.
Cette correspondance, en révélant la place des femmes, du vivant et après la mort des personnages principaux, c'est-à-dire en rendant compte du processus collectif d'élaboration d'une œuvre et de sa transmission, dit aussi beaucoup sur la place de ces historiens dans l'historiographie. Sans les femmes, qui allèrent jusqu'à travailler à leur gloire, elles ne seraient peut-être pas aussi vivantes. Ce que dévoile cette correspondance, c'est aussi une personnalité, celle de Branner. L'ampleur de la correspondance active de Branner, donc les lettres qu'il a écrites, 96, comparativement à celles reçues par Grodecki, 45, illustre le propos. C'est Branner qui sollicitait. C'est lui qui soumettait sa réflexion à la critique et faisait part de ses hypothèses à Grodecki. En d'autres termes, c'est Branner qui avait besoin du français pour alimenter sa démarche, moins l'inverse. À aucun moment, en effet, à tout le moins dans les missives conservées, il faut toujours faire attention, Grodecki ne communiqua ses interrogations sur des sujets qui lui étaient propres, et quand il les évoquait, ce n'était pas pour solliciter un avis, mais pour informer sur le progrès, recherche, écriture, édition de ses travaux. Si Branner alimentait inéluctablement la réflexion de Grodecki en l'invitant à penser avec lui, Grodecki n'avait pas fondamentalement besoin de Branner. Mais Grodecki était-il vraiment un interlocuteur? Branner écrit lettre sur lettre dès qu'il a une idée. Jusqu'à 3 par jour. Il bombarde littéralement Grodecki. Il le submerge et Grodecki ne répond qu'à l'occasion, c'est-à-dire quand il a le temps. Branner attendait-il vraiment des réponses? Même Catherine Grodecki s'en étonnait. J'admire votre patience de persister à envoyer des lettres qui restent obstinément sans réponse, écrit-elle à Branner. La remarque est légitime tant l'attitude de Branner est éloignée du contraste inalagmatique inhérent à toute correspondance. Il n'est pas toujours dans la correspondance. Chez lui, le monologue l'emporte parfois sur le dialogue. Certes, ces questions ne sont pas vaines, mais sa correspondance semble recouvrir une autre dimension. Pour Branner, l'impérieuse nécessité de coucher les raisonnements qui bouillonnaient en lui, de se vider de toutes les idées qui se poussaient et s'entrechoquaient dans son esprit, explique un recours quasi cathartique à l'épistolaire. La lettre, en lui imposant la formulation écrite d'une pensée complexe, selon le double mode discursif de l'analyse et de la décision, était en quelque sorte une délivrance. C'est pourquoi il lui semble avoir été contraint d'écrire lettre sur lettre, de produire des séries quotidiennes de missives, et c'est pourquoi elles prennent souvent l'apparence d'un soliloque. Il ne faut cependant pas s'y tromper, cette attitude est aussi de méthode. On la retrouve chez Leibniz, qui, dans sa pléthorique correspondance active, semble souvent s'écrire à lui-même. Le fait d'écrire à un lecteur avait une autre efficacité que de mettre quelques lignes dans un carnet de notes. Elle impose effectivement une formulation claire et de pousser jusqu'au bout une hypothèse. Entre les années 1940 et 1960, l'expression française de Branner évolue. Elle gagne en précision et en limpidité. Cette agilité lui permet de construire ses lettres comme il pense, c'est-à-dire vite, très vite, et de manière charpentée. Elle laisse toutefois l'impression d'un surgissement ou d'un magma de mots qui, ajoutés, additionnés, entassés, donne à ses lettres un rythme impétueux. L'écriture épistolaire convient parfaitement à cette pensée fougueuse, à l'expression quasi spontanée de l'idée. C'est pourquoi Branner semble y parler à haute voix. La matérialité même de la lettre rend sa personnalité palpable, tant sa nervosité s'imprime dans la frappe des dactylogrammes écrasés sur le papier et qui s'étoilent d'encre. Les expressions de Branner sont par ailleurs révélatrices de l'état dans lequel le met la recherche. Je suis tordu par ce maudit palimpseste de Reims. J'y suis jusqu'aux dents, et au sujet des découvertes, ces nouvelles me brûlent les mains. Toutes ces expressions illustrent les sensations physiques d'une tension intellectuelle jusqu'à la crise nerveuse. La santé de Branner pourrait peut-être expliquer cet état psychologique. Il se savait en sursis à la suite d'une maladie contractée en 1945. Son hyperactivité semble être l'expression d'un homme en urgence de vie. Le croquis qu'il traça au crayon de bois sur un contrefort intérieur des tribunes du chevet de l'abbatiale de Vézelay illustre le propos. Qu'il ait fait un dessin pour comprendre le système de couverture des tribunes, pour évaluer par le trait la pertinence d'une réflexion sur le tas est une chose. Qu'il l'ait signé aussi distinctement témoigne du besoin viscéral de laisser une trace.
Les émotions, les sentiments, les sensations que dissimule toute littérature académique sont ainsi présentes dans cette correspondance et révèlent combien elles sont au centre et au cœur de l'élaboration de l'histoire de l'art. Voilà ce que dévoile cette correspondance et voilà ce qu'est faire de l'historiographie à la lumière rasante. Évaluer la nature des liens entre les hommes, redonner un rôle aux petites mains, mettre au jour le cheminement des idées, voir comment elles se concrétisent et quels en furent les moteurs émotionnels. À cet égard, la controverse Pierre de Montreuil, qui éclata entre les deux historiens, est révélatrice. Dans leur correspondance, Branner et Grodecki débattent à bâton rompu sur l'architecture rayonnante, se contredisent et s'opposent avec méthode pour que chacun éprouve ses hypothèses et trouve la vérité. Mais il y a un point de rupture. Branner argumenta en défaveur d'une attribution de la Sainte-Chapelle à l'architecte Pierre de Montreuil. Ce fut comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, ce fut comme dénier d'une certaine manière la paternité de Versailles à Mansart. C'était porter atteinte à un certain orgueil national dans une France assez susceptible, c'est-à-dire subissant une triple crise économique, celle d'après-guerre, politique, l'instabilité de la 4e République, et militaire, guerre d'Indochine et d'Algérie. Cette étude de Branner, en défaveur de Pierre de Montreuil, aiguisa l'anti-américanisme présent depuis la création des clusters, et cela d'autant que les Français avaient sous les yeux, en permanence, la gloire qu'ils n'étaient plus, à savoir celle de l'Amérique, présente sous couvert de l'OTAN, à Marly et en Provence. Dénier la paternité de la Sainte-Chapelle à Pierre de Montreuil passa donc pour un acte d'arrogance. Grodecki argumenta contre cette idée, en premier lieu dans leur correspondance. Les échanges de missives durèrent 1 an. Puis, le ton monta. Branner publia son hypothèse, les lettres devinrent donc ostensibles. Grodecki publia à son tour une réponse, la polémique privée devint publique. Et le ton monta encore et encore jusqu'à la rupture. Ce n'était plus la raison qui convoquait les arguments, mais les humeurs, les égos et leur expression dans un contexte, encore une fois, peu favorable à l'apaisement. La confusion entre le domaine émotionnel et le domaine scientifique, sans être totale, fut prégnante. Grodecki et Branner rompirent en 1963 et ne s'adressèrent plus jamais la parole à cause d'un architecte du XIIIe siècle. Cette rupture laissa une terrible trace que Shirley Branner évoqua encore 30 ans plus tard. Si nous nous limitons aux articles lissés et polissés de cette disputatio, nous n'en aurions que l'écume. La correspondance permet de comprendre comment elle est née et pourquoi elle fut violente. Au fil de ces lettres aux couleurs et aux sonorités multiples, 2 personnalités apparaissent dès lors en plein jour, car, pour reprendre les mots des frères Goncourt, seule la lettre autographe fait toucher du doigt le jeu nerveux de l'être sous le choc des choses, la pesée de la vie, la tyrannie des sensations. Seule la lettre autographe et le confessionnal où vous entendrez le rêve de l'imagination de la créature, ses tristesses et ses gaietés, ses fatigues et ses retours, ses défaillances et ses orgueils, sa lamentation et son inguérissable espoir. Je vous remercie. Peut-être que ça marche. Ah, ça marche. Merci beaucoup, Arnaud, de cette présentation extrêmement fine, parce que vous détachez de votre livre les principaux axes de réflexion que vous avez abordés vous-même. Et vous nous avez fait apparaître ces 2 personnalités, pour ceux qui connaissent, en tout cas Grodecki et Branner, par leurs écrits, d'une manière beaucoup plus vivante. Elles sont ici incarnées et vos travaux, vos recherches dans les archives, des archives qui n'ont jamais été explorées d'ailleurs avant vous, vous permettent d'écrire une introduction absolument passionnante, non seulement sur cette querelle d'érudits, mais aussi sur d'autres aspects de la vie de Grodecki, en particulier son séjour à Princeton, qui est un des chapitres à la fois les plus drôles et les plus instructifs sur la personnalité véritable de Grodecki. Peut-être qu'on y reviendra. Alors,
ce que j'aimerais vous demander, d'abord, première question, est-ce que vous avez l'impression que ce débat intellectuel entre ces deux hommes est un débat qui va au-delà, vous l'avez un peu ébauché, qui va au-delà, bien sûr, des faits scientifiques. Pierre de Montreuil est-il, oui ou non, l'architecte de la Sainte-Chapelle? Et si oui, est-ce que vous avez le sentiment qu'en fait, il n'était absolument pas, comme on dit vulgairement, sur la même longueur d'onde? C'est-à-dire qu'il parlait d'autre chose en se répondant ou en écrivant, comme le fait Branner, dans cet état de fébrilité, de nervosité, de tension permanente, et Grodecki qui répond de temps en temps, et qui en même temps s'irrite de plus en plus de cette avalanche de questions et plus que de questions, d'hypothèses. Parce qu'en effet, vous l'avez bien vu, Branner n'y allait pas tant. Derrière chaque hypothèse, il y avait évidemment la question, j'allais dire, à l'aîné, d'une certaine manière sans doute au père. Est-ce que j'ai raison? Ne croyez-vous pas comme moi que... Et Grodecki ne répondant pas, ou répondant par la négative, il y avait là toutes sortes de blessures aussi qui, sans doute, atteignaient directement Robert Branner. Alors que, comment voyez-vous cette relation? Est-ce que vous pensez qu'au-delà de la science, au-delà de l'érudition, il y avait d'autres aspects plus, je ne vais pas faire de la psychanalyse de bazar, mais d'autres aspects qui pourraient expliquer pourquoi finalement ce dialogue s'est terminé par une rupture brutale? Oui, merci pour votre question. C'est une question difficile. Hein. Il y a une chose évidente et certaine, c'est que nous avons affaire à des personnalités d'une dimension charismatique hors norme. Et que quand deux étoiles se percutent, ça fait rarement des fleurs. Et ici, ces êtres se sont aimés, je pense, passionnément. Mais parce que Branner était donc plus jeune, que Grodecki, qui n'a jamais eu d'enfant, voyait peut-être en lui l'étudiant, enfin le fils qui peut-être il aurait rêvé. Donc il y a toute cette réalité sur laquelle on ne sera jamais jamais instruit, puisque là pour le coup on le sait, il n'y a pas de lettre de ce degré d'intimité, mais tout cela est dans le non-dit. Enfin, on le voit bien qu'il s'apprécie vraiment, et effectivement Branner est blessé parce que jusque-là Grodecki l'a formé, l'a façonné, l'a orienté. Il voulait travailler sur l'architecture de l'Ouest. Il lui dit non, on travaille sur la Bourgogne. Donc il travaille sur la Bourgogne, il lui fait faire, défaire, refaire son plan, il le fait. Il écoute Grodecki comme véritablement un maître, et il écoute Grodecki parce que c'est aussi l'élève de Faucillon. Et donc Branner, c'est assez fascinant, estime être un héritier aussi de Faucillon à travers Grodecki, ce qui est vrai. On est tous dans une généalogie intellectuelle, qu'on le veuille ou non. Et c'est assez fascinant parce que lui, il le formule. Donc, de se fâcher avec Grodecki, c'est se fâcher avec toute sa généalogie intellectuelle, en définitive. Et c'est pourquoi il reste seul, isolé, et que ça a certainement participé au déclin de sa santé, parce que c'est un homme hypersensible. Ses parents étaient artistes, donc il était aussi dans une famille d'artistes qui exprimaient des sentiments toujours, c'était Phèdre en permanence, avec le même résultat d'ailleurs. Donc il y a entre eux effectivement ce rapport compliqué à démêler. Et à un moment donné, effectivement, dans cette dispute, ils ne se comprennent plus. Ils se parlent, mais avec les mêmes mots, du même sujet, et pourtant, à chaque fois, ils tombent à côté du sujet lorsqu'ils se répondent. Ce qui est fascinant, hein, parce que c'est le propre des disputes, hein, quand on se dispute, quel que soit l'âge, hein, avec quelqu'un, souvent, l'émotion aveugle. L'émotion perturbe la pensée. Et Grodecki Branner, il recevait une lettre de Grodecki, il y répondait immédiatement. Il attendait pas un jour, 2 jours, 3 jours, un mois. Non, il répondait immédiatement. En conséquence, il est toujours dans l'émotion. Et bien évidemment, il comprend pas toujours la subtilité de la langue française
qui est celle de Grodecki, qui est quand même un écrivain. Donc il y a cette réalité évidente. Mais aussi, quand j'étais étudiant, que je connaissais ni l'un ni l'autre que de nom, enfin comme un étudiant, voilà, que j'étais étudiant à la Sorbonne et que je passais devant le bureau de Faucillon. Bon, Grodecki n'existait pas encore, on n'en parlait pas, enfin, mais que je me souviens en cours, Anne Prache parlait de cette déchirure, c'est-à-dire que des générations après, des personnes parlaient du conflit qu'il y avait eu entre deux hommes, comme si ça avait été véritablement un chaos. C'est juste 3 articles, hein. C'est juste une petite histoire, un petit conflit entre deux personnes sur, encore une fois, comme bon, souvent les disputes ont souvent des raisons un petit peu faibles, mais là c'est un architecte du XIIIe siècle qui a engendré un drame psychologique mémorable, à tel point qu'en cours, Anne Prache nous parlait, oui, Grodecki s'est fâché avec Branner. Mais c'est juste une phrase comme ça. Et moi, ça m'a toujours... je me dis, mais comment on peut se fâcher pour un architecte? Donc c'est aussi pour ça que j'en suis venu à mon âge avancé à étudier ces personnages, pour savoir aussi pourquoi je fais de l'histoire de l'art. Je vais un peu plus loin que votre question. Pourquoi je fais de l'histoire de l'art et pourquoi je dois absolument maîtriser mes émotions quand je vois un monument, quand je ne suis pas d'accord avec un autre historien de l'art, et comment je dois absolument maîtriser mes émotions, mes sentiments, pour que ma pensée ne soit pas perturbée et mon regard sur les œuvres ne soit pas flouté. Parce que là, on a un cas de figure très net de personnes qui se sont emportées. Mais aussi parce qu'il y a le contexte, mais on est toujours dans un contexte particulier. On exerce toujours son métier dans un contexte particulier. Pendant la guerre froide, le contexte était particulier. Pendant leur dispute, le contexte était particulier. D'autres historiens jetaient de l'eau sur le feu, hein, parce qu'ils ne supportaient pas la présence de cet Américain en France qui travaillait bien. Ça, le comble. En plus, il travaillait bien, donc il apprenait des choses aux historiens de l'art du Moyen-Âge français. Et ça, il en est, comme Francis Sallet, qui le supportait mal. Comment un Américain peut-il venir en France étudier nos monuments? Ça, c'était pas possible. Et je crois avoir mis en note, si ce n'est pas dans celui-ci, c'est dans un autre livre, pardonnez-moi, mais un mail que je n'ai pas... je n'ai pas donné le nom de l'auteur, d'un collègue qui me dit, mais comment, au sujet de Stephen Murray, qui est un historien de l'architecture gothique américain à Columbia, qui a succédé à Branner, mais comment les Américains peuvent-ils étudier l'architecture médiévale en France, même aujourd'hui, vous voyez? Donc cet anti-américanisme, parce que c'est de l'anti-américanisme, a véritablement engendré aussi, poussé dans leur retranchement Grodecki et les autres qui ont mis de l'huile sur le feu. Et aujourd'hui, on n'est pas non plus, il faut faire attention. Voilà, on n'est pas non plus à, on peut dans notre contemporanéité poser des mauvaises questions à cause d'un contexte. Oui, alors d'autant plus que Crosby, par exemple, lui aussi, évidemment en tant qu'Américain, travaillait sur Saint-Denis. Donc le grand monument lié à la monarchie française, qui est littéralement envahi par des jeunes archéologues sous la direction de Crosby. Et ça, je me souviens que ça passait très très mal auprès de Sallet, alors que Grodecki avait une grande tolérance pour ça. Il n'avait pas du tout cet état d'esprit. Il admettait tout à fait que des Américains puissent travailler sur des monuments français. Et il avait souvent à défendre l'interventionnisme même de Branner vis-à-vis de Sallet, parce que Sallet était très sévère pour ces questions. Donc ça, c'est un point effectivement tout à fait intéressant et important. Alors j'ai moi-même rencontré Branner, ça je le raconte rapidement dans l'introduction. En 72, lorsque j'étais Faucillon Fellow à Yale, il m'avait invité très gentiment à venir le voir à Columbia.
Et il n'a pas dit le moindre mot sur leur querelle. Ils étaient brouillés depuis beaucoup d'années, depuis 9 ans. Donc il n'y a pas eu du tout d'allusion à cela. Et quand j'avais fait part à Grodecki de mon intention de faire une visite à Branner, parce que je m'intéressais à ce moment-là beaucoup au dessin d'architecture, et Branner allait publier un article important, Grodecki a dit très bien, oui, vous avez raison, enfin bon. Mais on le sentait toujours affecté par cette affaire-là. Parce qu'il se trouve que moi, j'ai vraiment été en contact étroit avec Grodecki au moment de la brouille, donc en 63. Et il était très, très affecté. Très affecté. Mais en même temps, considérant que c'était définitif. On ne pouvait pas revenir là-dessus parce que Branner était trop agité, était trop intempestif, et donc on arrêtait. Je ne sais pas si ça existe encore des historiens de l'art de cette catégorie, c'est-à-dire qu'ils ont consacré leur vie à l'histoire de l'art. Et en dehors de l'histoire de l'art, il n'y avait rien. Et donc, ils se sont donné corps et âme à leur discipline, à leur métier, et ce qui a développé chez eux une forme d'intransigeance. Alors, c'est peut-être une question de personnalité, mais bon, si moi demain quelqu'un n'était pas d'accord avec moi, enfin, pas grave. Enfin, ça m'indisposerait, mais pas le moins du monde. Enfin, on a le droit d'avoir des opinions divergentes. D'ailleurs, aujourd'hui, le débat n'existe quasiment plus. Hein. Dans notre discipline, des vrais débats avec des controverses, etc. Mais eux, c'était vraiment leur vie et donc leur raison d'être, par conséquent, et il fallait quand même qu'ils prouvent qu'ils avaient raison. Mais non pas par ego, mais aussi dans cette quête de vérité et de la vérité historique. Donc ça, c'est tout à fait, vraiment, tout à fait étonnant. Mais vous avez raison, Crosby, pour Saint-Denis, vous imaginez quand même un Américain qui, à partir de 1939, et puis bon, ça s'arrête en 39, 38, 39, mais surtout en 47, qui fouille l'ensemble de la nécropole des rois de France. Alors, Jules Formigé, qui est architecte des monuments historiques, d'ailleurs, Grodecki le dit, y a-t-il pas moyen de l'assassiner? Parce que il fait tout pour mettre des bâtons dans les roues de l'Américain. Tout. À tel point qu'il va finir par abandonner ses recherches. Mais les Français ont mal accepté l'achat des cloîtres, vous savez, en Occitanie, qui ont été reconstruits à New York. Et ils ont vécu ça comme un vol. Hein, et donc, depuis lors, il y avait des relations vraiment très tendues avec les Américains, qui arrivaient, qui achetaient des châteaux. Enfin, voilà, c'était vraiment, voilà, une atteinte à la nation pour les historiens de l'art médiéviste, les historiens de l'art médiéviste sont, pour la plupart, dans ces années-là, très conservateurs, politiquement parlant. Ça aussi, c'est important. Et positiviste. Et totalement positiviste. Il faut le souligner. Oui. Il y a quand même, aussi bien chez Branner que chez Grodecki, il y a un positivisme qui fait que c'est peut-être là le point qui explique pourquoi ils ne pouvaient absolument pas s'entendre. Ils étaient positivistes, mais tous les deux dans des directions différentes, pour des attributions différentes, mais ces attributions étaient indiscutables. Et c'était à partir de ces attributions qu'on pouvait construire une histoire de l'art du Moyen-Âge. Voilà, donc comment s'en sortir? C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne seriez pas humilié par l'opinion contraire, parce que vous n'êtes pas un positiviste. Vous avez tout à fait raison. Oui, moi, je crois que c'est important. Oui. Peut-être que, même sûrement, dans la salle, il y aurait des questions à Arnaud Timbert. Tombez pas. Bonjour, merci beaucoup de votre dialogue. J'aurais simplement voulu savoir si les lettres étaient écrites en anglais de part et d'autre. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, enfin, vous l'avez peut-être dit. Et la deuxième question, c'était est-ce que Robert de Montreuil, est-ce que a bien
construit. Est-ce vraiment important? C'est une question que je pose. Ou est-ce que ça a été résolu, ou la Sainte-Chapelle, ou non? Alors les lettres sont en anglais et en français. Branner écrit parfois en anglais quand il est fatigué ou voilà, qu'il a du mal à se concentrer dans une autre langue. Concentration qui est un problème permanent visiblement chez lui. Donc les lettres sont dans les deux langues, mais Grodecki il écrit en français. Pierre de Montreuil, alors oui, la recherche là, juste l'un des points positifs de cette controverse, c'est qu'après cette controverse, on a cessé, enfin gentiment cessé, de vouloir attribuer absolument des monuments à des noms, voilà, dont on avait des mentions dans les textes. Et aujourd'hui, la Sainte-Chapelle n'est plus attribuée à Pierre de Montreuil. Mais ça ne fait plus débat parce que ce n'est plus une question. Voilà, ce n'est plus dans les préoccupations actuelles de savoir qui a fait quoi, parce que de toute façon, ça mène nulle part. Bah, ça mène toujours quelque part, mais ce n'est pas fondamentalement, ce ne sont pas les questions que nous posons actuellement. On pose d'autres questions aux objets. Peut-être un jour reviendrons-nous à ces questions d'attribution, mais ce n'est plus le cas. Ils ont bien, enfin, Peter Kourman a bien montré dans le catalogue d'une exposition organisée par Roland Reich dans les années 80 que voilà, l'attribution avait ses grandes limites. Moi, je voudrais dire un mot sur les femmes. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais cette correspondance, elle m'a fasciné, comme vous avez pu le constater à travers mon propos, je l'espère, justement sur les femmes, parce que, et ce livre de Françoise Vaquet, que je vous invite vraiment à lire sur les petites mains de la science, parce que ces hommes, sans Catherine Grodecki, Grodecki aurait fait moins de choses aussi, hein. Alors il avait beaucoup d'humour, mais il était vache quand même aussi, parce que quand Catherine Grodecki il était myope. Alors vous verrez, il a eu un accident de voiture terrifiant. Donc à un moment donné, il a dû comprendre qu'il fallait plus conduire, et il écrit à Branner: Catherine a une nouvelle voiture, l'avenir est sombre. Et donc il est dur quand même. Mais sans Catherine Grodecki, il aurait pas pu faire tout ce qu'il a fait vraiment. Lui non plus, parce elle l'a vraiment épaulé, puis elle l'a surtout supporté, parce que c'est quand même un personnage, hein. Donc ça c'est aussi très 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 important. Et c'est quelque chose de courant que l'on commence à étudier. Jules Michelet avec Athénaïs, la femme aussi de Victor Duruy, la femme de Guizot, la femme d'Augustin Thierry, Alexandrine Soureda, la très grande amie de Viollet-le-Duc. Toutes ces femmes sont les porte-plumes silencieuses de tous ces hommes qui aujourd'hui, ces femmes seraient absolument co-autrices, enfin, vu le travail incroyable qu'elles ont fait. Donc pour savoir quand même comment une œuvre se construit, puisqu'on n'en a jamais que le résultat, il faut vraiment aller voir aussi de ce côté-là dans la construction collective, mais je dirais dans le secret du foyer, parce que ces femmes sont les épouses, sont les compagnes, sont les secrétaires ou les maîtresses. Donc c'est parfois compliqué, mais elles sont des têtes pensantes, hein, aussi. Et donc c'est très rare d'avoir ces correspondances croisées. Et Catherine Grodecki, quand même, qui était une femme, une intellectuelle, enfin une diplômée de l'école des Chartes, conservatrice, à qui Branner dit d'aller chercher un pantalon chez la blanchisseuse parce qu'il l'a oublié. Je veux dire que c'est vraiment une époque où la femme est dans une position, de toute façon, quelle que soit sa qualité intellectuelle, subalterne. Et quand Catherine Grodecki écrit à Branner, quand même, vous n'allez pas vous fâcher pour si peu, il lui répond, mais mêlez-vous de ce qui vous regarde. Tout simplement, hein. Voilà. Donc il y a un chapitre à ce sujet qui s'intitule Travailler à trois, penser à deux. Voilà.
Donc ça, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour les étudiants. Il y a beaucoup de choses à faire encore sur l'histoire de l'art par ce biais. Il y a beaucoup de choses à mettre en lumière. Comme vous parlez de Madame Grodecki, est-ce que Madame Banner était aussi scientifique? Alors oui, elle avait une thèse. Elle avait fait une thèse sur un musicien du baroque, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, mais ils se sont rencontrés à l'université. Donc c'est pourquoi elle a réussi, avec patience et abnégation, à publier, republier, traduire certains de ses articles après sa mort. C'est fascinant, ça, je trouve. Il y a un beau texte de Philippe Artière, l'historien, sur le fait de vouloir ainsi perpétuer la présence des morts en publiant des inédits. Hein. C'est Catherine Grodecki qui a publié le travail de la vie de Grodecki sur Saint-Denis, notamment. Donc ces hommes morts avaient encore une actualité littéraire par le biais de leurs femmes. Donc ça c'est vraiment tout à fait fascinant. Et le fait que Shirley Brunner et même Catherine Grodecki ont attendu la fin de leur propre existence pour livrer les archives. Et Philippe Artière explique justement que les archives, c'est comme une seconde dépouille, voilà, dont on a du mal à se séparer. Et qui a fait l'expérience des archives sait combien les archives sont vivantes, quoi. Toucher les papiers et toucher les correspondances, encore c'est pire, parce que c'est quand vous entrez dans une correspondance que vous reconstituez, puisque les lettres de l'un sont à New York ou à Yale, les lettres de l'autre sont à Paris ou à Bourges, enfin tout ça est dispersé. Quand vous les reconstituez, vous êtes comme le vivant entre deux morts, vous voyez, qui arrive subrepticement dans un dialogue. Dans un dialogue très suivi parfois, hein, où les lettres ont 2-3 jours simplement d'écart. Donc dans un dialogue continu, à un moment donné, Brunner il dit plus mon cher Bob, mon cher Grod, comment vas-tu? Il n'y a même plus le. Non, il continue la conversation. Donc ce rapport-là avec l'archive et d'entendre ces voix, d'entendre ces hommes dialoguer entre eux et met l'historien dans une situation tout à fait particulière, qui est pleine d'émotions. Et là, il faut les gérer aussi, hein, qui est pleine d'émotions, fascinantes. J'aime beaucoup les correspondances. Ah, bah certainement, mais ça coûtait cher le téléphone. Et puis, vous savez, c'est comme dans les films des années que je n'ai pas vécu, hein. Bien sûr, les 50, 60, magnifiques films où on va mettre une pièce dans une cabine téléphonique, non pas dans la rue, mais à la poste. Donc c'est compliqué, il faut déjà. Et puis, si ce n'est pas à la poste, c'est mettre une petite pièce dans un bistrot. Il y a toujours un téléphone dans un bistrot où on donne une pièce soit au comptoir, soit directement dans le téléphone. Donc tout ça, c'est compliqué. Ça demande de se déplacer. Non, jamais. Donc, dans la correspondance générale de Grodecki dit « Je vais vous téléphoner à telle heure ». Voilà. Mais c'est rare. C'est très rare. Et Brunner venait tous les ans en France, hein, quasiment. Donc le temps passe vite aussi, et donc tous les étés, les Américains sont présents en France. Aujourd'hui encore, ils viennent tous en France. Donc ils se voyaient quand même très 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 souvent. Je me permets de prendre la parole pour poser une question, justement sur la dimension franco-américaine que vous décrivez. Est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui, justement, et quel est l'état du dialogue entre historiens de l'art américains et historiens de l'art français aujourd'hui? Alors c'est une bonne question. Les historiens de l'art américains ne parlent plus beaucoup aux historiens de l'art français du Moyen-Âge. Hein, du Moyen-Âge, je parle que du Moyen-Âge. Hein. Pour tas de raisons qui seraient très 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 compliquées d'expliquer ici, mais je tente de renouer. Pour parler de moi, parce que je suis mon sujet préféré. J'ai créé un séminaire justement d'histoire de l'art médiéval franco-américain
Voilà, pour que les étudiants, notamment les doctorants, puissent exposer leurs travaux, confronter nos méthodes, tenter de renouer quelque chose. C'est pourquoi c'est dédié d'ailleurs à mes collègues qui sont charmants. Tous les collègues ne sont pas charmants, mais ceux-là, ils sont. À mes collègues américains du Séminaire international d'histoire de l'art médiéval, Amérique-France, Robert Bork, à l'Université de l'Iowa, Meredith Cohen à l'UCLA, Maïlé Utterer dans l'Oregon, Christine Tanton à Montréal, ainsi qu'à tous les étudiants qui l'animent dans l'attente de jours meilleurs. Parce qu'il se trouve que Maïlé Utterer a fait une très belle conférence dans ce séminaire sur Branner, qu'elle étudie dans sa relation avec Jean Bonny, qui est un autre fossillonien, et qu'à la fin de sa conférence, elle a fondu en larmes. Si un jour vous rencontriez cette femme, vous ne pouvez pas imaginer qu'elle puisse pleurer. Hein, et elle a fondu en larmes à cause de la situation actuelle dans laquelle vivent les universitaires américains. Et à l'évocation de ce temps béni pour elle, enfin lumineux, de ses relations étroites et riches avec ses collègues français. Donc cet ouvrage, il vient d'un contexte aussi. Ma volonté de renouer avec l'Amérique et mes collègues américains, mais aussi de ce contexte que nous vivons actuellement. Et si on doit, moi je suis historien de l'art du Moyen-Âge, je sers à rien. Vous voyez, je suis pas sociologue, je suis pas philosophe, voilà. Donc je suis pas économiste. Voilà. Et donc en faisant des ouvrages de ce type, en revanche, j'ai la sensation de servir à quelque chose et de répondre à un problème contemporain. Dans d'autres pays, l'Angleterre ou enfin d'autres. Est-ce qu'ils existent? Comment ça se passe avec eux? Ah ben ça se passe bien. Il n'y a pas de querelle d'intervention des Anglais sur le sol français ou de. Bon, alors les Anglais, vous savez, c'est une vieille histoire. Hein, je vais pas vous la refaire. Mais les Anglais, non, il n'y a pas de problème. La France, dans le milieu de l'histoire de l'art médiéval, dans les années 60, 70, 50, et avant cela, hein, dès Robert de Lasteyrie, tout début du XXe siècle, il y a des critiques acerbes de Lasteyrie, qui était professeur d'histoire de l'art médiéval à l'école des Chartres, qui était le maître de Marcel Aubert. Il y a des critiques vraiment sévères, mais contre les Américains, vis-à-vis des Américains. Voilà. Le problème, c'est l'Amérique. Pas l'Angleterre, pas d'autres pays d'Europe. Il y a quand même parler de l'Allemagne, parce qu'il y a évidemment une grande tradition historiographique en Allemagne. Beaucoup d'Allemands ont travaillé sur le Moyen-Âge en général et sur le Moyen-Âge français en particulier. Mais là, on fait une constatation générale, malheureusement, qui est l'extinction progressive des études d'art médiéval un peu partout. Les Allemands connaissent les mêmes difficultés. Il y a de moins en moins de chaires consacrées à l'histoire de l'art du Moyen-Âge et encore moins à l'histoire de l'architecture du Moyen-Âge. Il y a de moins en moins de chaires en Suisse, en Italie, où c'est catastrophique. Donc il faut faire une sorte de constat général qui est extrêmement négatif et, pour le moins qu'on puisse dire, qui n'incite pas à l'optimisme. Alors, ce qui se passe, c'est que les Allemands, par exemple, avaient travaillé beaucoup sur l'architecture française, à partir du moment, qui est quand même très éloigné, où ils ont compris que l'origine de l'architecture gothique n'était pas en Allemagne, mais était en France, donc ça remonte quand même aux années 1840. Et à partir de là, effectivement, beaucoup d'entre eux ont travaillé sur l'architecture française, qui était un passage obligé pour un médiéviste. Vous ne voyez pas comment il pouvait travailler sur l'architecture uniquement dans les pays de l'Empire ou uniquement dans le sud de l'Europe. Il fallait forcément passer à un moment donné par la France. Et je crois que nous sommes aujourd'hui dans une situation, il faut bien le dire, il faut tirer la sonnette d'alarme, mais je ne sais pas qui entendra l'alarme en question. Il faudrait que les étudiants aient le courage
de s'intéresser à l'architecture médiévale, qui est un domaine extrêmement difficile, je le reconnais, Arnaud Timbert ne me contredira pas, mais qui mérite beaucoup d'intérêt, parce que vous voyez l'état des monuments, vous voyez les problèmes que pose aujourd'hui la conservation même du patrimoine médiéval. Ces questions ne seront pas résolues uniquement par des décisions de quelques architectes qui souvent ont une méconnaissance totale des problèmes historiques. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait des générations qui prennent la relève. Appel aux candidats. Ah oui, c'est vraiment important. Ça aurait évité, par exemple, que simplement quelques voix prêchent dans le désert pour éviter la restitution à l'identique de Notre-Dame de Paris, par exemple. Parce que c'est une catastrophe, la restitution à l'identique de Notre-Dame de Paris. Un historien de l'art du Moyen-Âge qui sait comment est construite une église, et un historien du Moyen-Âge qui sait comment et pourquoi Viollet-le-Duc restaurait une église, je parle pas de château, je parle vraiment d'un édifice sacré, sait que restituer à l'identique un monument de manière arbitraire, c'est-à-dire à un moment donné de son histoire, c'est vraiment le figer. Parce que au Moyen-Âge, comme vous le savez, pour la plupart, une église dans sa nouveauté, est acceptée et légitime à la condition qu'elle s'inscrive dans la continuité historique. Et que par conséquent, par de multiples effets, la lumière, les espaces, les rythmes, le remploi, elle fasse référence à l'Église antérieure ou au passé d'une manière globale. Et c'est parce qu'elle est fondée sur la mémoire que l'Église nouvelle a une autorité, au sens médiéval du terme, et qu'elle peut agir en se projetant vers l'avenir par sa nouveauté. Parce que c'est ça l'Église. C'est une institution qui s'exprime à travers une architecture, une institution qui trouve sa légitimité dans la continuité historique et donc dans ses fondements historiques, mais qui est vecteur de promesses. La rédemption, la résurrection, le pardon. Et donc qui se projette vers l'avenir. Une église, c'est dynamique. Et Viollet-le-Duc, à Notre-Dame de Paris, avait tout à fait compris ça. C'est pourquoi sa flèche, certes, était beaucoup plus haute, c'est la nouveauté, que la précédente, certes, avait ce gradin d'évangéliste et d'apôtres ou de disciples, je sais plus, sur les nous, c'était une nouveauté, c'était un geste, voilà, créatif, mais la flèche était réalisée non pas en fonte, par exemple, comme la flèche antérieure de la cathédrale de Rouen, qui est un matériau contemporain du 19e siècle, la fonte, mais bien avec une charpente en bois, avec une technique de revêtement au plomb reconstituée d'après les observations archéologiques sur d'autres monuments, donc un savoir-faire renouvelé, et surtout avec des formes gothiques. Donc, là, il y a nouveauté, la hauteur et un certain type de forme, enfin de disposition, mais qui s'inscrit dans la continuité technique et formelle. En restituant Notre-Dame de Paris à l'identique, on fige le monument et on en fait un monument historique. Le monument n'est plus dans l'histoire. Quand on est médiéviste et qu'on fait un petit peu d'histoire de l'art médiéval et que donc on peut prendre la parole, eh bien, on peut tenter d'instruire les architectes des monuments historiques et qui n'en font qu'à leur tête et d'éviter justement ce genre de situation. Et je pense que c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que les historiens de l'art contemporain qui sont dans l'actualité. On a besoin d'historiens de l'art du Moyen-Âge, moderne bien sûr, qui expliquent à nos concitoyens ce qu'est une œuvre du Moyen-Âge, ce qu'est une œuvre moderne et pourquoi il faut en faire ceci ou cela et pourquoi surtout il ne faut pas en faire ceci ou cela. C'est une parenthèse. Voilà. Ah, si, une question. Allez-y. Donc là, vous parliez de monuments religieux. Qu'en est-il pour les monuments
châteaux, les palais, Qu'en est-il? dans la rénovation éventuelle. Vous dites là, il y a Là, je parlais de la restitution à l'identique. Oui, voilà. Non, mais quand je dis de rénovation, c'est ça. Il y a un monument en péril, un château par exemple, et on veut le restituer. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la dimension religieuse n'est plus la même. Donc, comment vous voyez les choses à ce moment-là? Alors, c'est une bonne question, mais elle est vaste parce c'est des questions auxquelles on peut répondre au cas par cas, selon le type de chantier, selon le projet, enfin selon la catégorie du monument, son histoire, ses relations avec le tissu urbain sacré ou pas. Je peux pas vous faire une réponse en tous les, Monsieur Reich peut-être, mais moi je peux pas vous répondre. Moi, je vais vous décevoir en vous disant que un château en ruine, et Dieu sait si on en a quelques-uns en Alsace, c'est peut-être à ça que vous pensez, il faut le maintenir dans son état. Il ne faut surtout pas prétendre le reconstruire. Déjà, l'idée même de reconstruire est une idée profondément contestable, même absurde parfois. Donc il faut maintenir la ruine, en effet, pour qu'elle ne mettre pas en danger tous les promeneurs et tous les visiteurs, mais c'est tout. Moi, je pense vraiment que la ruine est un état d'un monument, que l'âge même du monument, que les conditions dans lesquelles le monument a été créé respectent d'une certaine façon. Alors, ça peut être dû à une guerre, ça peut être dû à des événements même atmosphériques, pourquoi pas. Mais la ruine est un état naturel, organique de toute construction, quelle qu'elle soit. À un moment donné, ça tombe en ruine. Ça peut arriver à la cathédrale de Strasbourg. On le verra pas, je pense. Enfin, j'espère. Mais ça peut arriver à des grands monuments. C'est leur destin. L'intérêt de faire de l'historiographie, c'est justement ce que j'ai essayé maladroitement, je pense, tout à l'heure d'expliquer, c'est aussi faire de l'historiographie, c'est aussi travailler sur soi en tant qu'historien. Et prendre toujours du recul, tenter de prendre du recul toujours par rapport à notre monde contemporain. Parce qu'on pose toujours des questions contemporaines à l'histoire. Restituer à l'identique Notre-Dame de Paris, c'est tout à fait logique aujourd'hui, puisque nous sommes en Europe, dans le monde d'ailleurs, mais en Europe en particulier, dans un fort repli identitaire. Qu'est-ce que signifie la restitution à l'identique de Notre-Dame de Paris au moment où, à Saint-Denis, nécropole des rois de France, dont on a toujours souvent parlé ce soir, on reconstruit la tour nord de la façade occidentale qui a été déposée en 1847 par Viollet-le-Duc. Tout le monde l'a oublié. Elle ne manque à personne, c'est pas la flèche de Notre-Dame de Paris. Elle ne manque à personne depuis 1847. Que signifie, alors qu'il y a des monuments qui tombent en ruine par ailleurs, des cathédrales qu'on a du mal à entretenir, reconstruire, parce que là, c'est pas une restitution, c'est une reconstruction, reconstruire cette flèche, sinon d'imposer à la ville, qui est certainement la plus multiconfessionnelle de France, là où il y a eu lieu les attentats de 2015, souvenez-vous bien, de réimposer la présence chrétienne par la forme et le son. Vous savez, l'église du Christ Sauveur à Moscou, une église monumentale, a été rasée par Staline. Il l'a transformée en piscine. C'est la plus grande piscine à ciel ouvert d'Europe, à Moscou. C'est original. Poutine l'a reconstruite. Et il y a d'autres exemples, comme le palais des princes Hohenzollern. Voilà. Il y a plein d'exemples en Europe de reconstitution d'édifices parfois totalement disparus dans le cadre d'un repli identitaire. Donc les monuments historiques, depuis le début, depuis la création des monuments historiques, sont appropriés par le politique. Donc il faut faire attention. Voilà. Ça a du sens. En faisant de l'historiographie. En lisant ce livre. Lisez ce livre.
En faisant de l'historiographie, en travaillant en permanence sur une autoréflexivité, et en faisant attention à ce que l'on écrit, à ce que l'on pense, en lisant, en s'instruisant sur le monde dans lequel on travaille. Au cas contraire, on va écrire des choses qui vont suinter, qui vont transpirer notre monde, et qui nous seront bien éloignés des hommes du Moyen-Âge, qui sont déjà des abstractions, tellement ils sont loin. Donc il faut faire attention à ne pas projeter ce que l'on est dans... Bon, quand on fait de l'histoire, ce n'est pas grave, mais de projeter ce que l'on est dans ce que l'on étudie et interprète. Il y a, paradoxalement, nous en parlions tout à l'heure avec Monsieur Recht, de moins en moins d'étudiants qui veulent faire histoire de l'art médiéval. Il faut faire histoire de l'art médiéval, c'est très important. Et paradoxalement, donc, il y a de plus en plus de médiévalisme. De retour au Moyen-Âge, des fêtes médiévales, des décors du Moyen-Âge, partout. Enfin, le Moyen-Âge, vraiment, a la cote, a vraiment la cote. Donc il y a paradoxe là. Mais ce médiévalisme, il est identitaire. Il y a derrière ce retour au Moyen-Âge, eh bien, un retour aux racines chrétiennes, etc., dans une société fragmentée et fracturée, etc., etc., etc. Donc il faut faire, voilà, on est dans un moment où à la fois on a besoin d'historiens de l'art du Moyen-Âge et à la fois malheureusement ils sont peu nombreux. Vous savez, une fois, il faut avoir de l'énergie. Il faut consacrer sa vie à ça. Voilà. Faut comme certains troublions qui passent leur temps à critiquer les monuments historiques et ce qui se fait dans les monuments historiques, ce qui est dommage parce que nos contemporains dans l'administration des monuments historiques sont souvent aussi très très brillants, très brillants. Mais il faut passer sa vie à la défense des monuments. C'est un autre métier, c'est un autre métier. Mais l'historien doit s'exprimer en public pour ses concitoyens et donner ce qu'il sait, le peu qu'il sait, pour tenter de mettre la lumière et des points sur les choses. Les points en lumière qui touchent notre quotidien, C'est une assez belle conclusion. Oh, c'est magnifique. C'est parfait. Mesdames et messieurs, nous pouvons remercier messieurs Timbert et monsieur Recht pour cette stimulante présentation.